Bonjour. Nous allons continuer aujourd'hui donc avec la question de la locomotion et des interactions entre locomotion et reproduction. Et évidemment, quand on parle de locomotion à propos des hominines, on parle de bipédie. C'est un sujet que nous avons déjà évoqué la semaine dernière quand je vous ai parlé des questions énergétiques qui étaient liées à la reproduction. Et vous allez voir que en fait, tous ces sujets s'interpénètrent. C'est assez difficile, comme je vous l'ai déjà fait remarquer, de découper ça en chapitres bien séparés. Vous allez voir qu'il y a constamment des allers-retours entre toutes ces problématiques. Quand je vous ai présenté cette critique de l'hypothèse du tissu qui coûte cher, le cerveau, Expensive Tissue Hypothesis, de Leslie Aiello et de Wheeler, je vous ai dit qu'aujourd'hui on a une vision un peu plus complexe de ça, avec, dans le fond, pour alimenter ce grand cerveau, à la fois un accroissement des apports énergétiques, et ça passe surtout par l'alimentation, et puis aussi l'organisation des groupes humains pour pallier un certain nombre de problèmes de subsistance, notamment éviter les disettes trop prononcées, et puis avoir des systèmes de partage, de répartition de l'énergie, de la nourriture, surtout en ce qui concerne les jeunes en développement. Et puis à côté de ça, des économies d'énergie sur un certain nombre de postes, et ces économies d'énergie, elles sont réallouées au cerveau. Et je vous ai mentionné la reproduction parmi ces sources possibles d'économies. Et ces économies, elles étaient réalisées comment ? Elles étaient réalisées en fait par une extension chronologique de l'investissement dans le développement du cerveau des enfants en croissance. Donc on paye moins, si je peux dire, par unité de temps. Ce n'est pas vraiment une économie, mais c'est une dette qui est différée. Et puis aussi tout ce qui tourne autour de la participation d'adultes différents au soutien, dans le fond, de la mère dans l'élevage des petits, des enfants. Mais vous voyez que dans ce schéma, il y avait aussi quelque chose qui était lié à la locomotion. Et la locomotion, c'est aussi une source possible d'économie d'énergie pour un grand primate. Et chez les hominines, justement, cette économie, elle a été réalisée par la mise en place de la bipédie. Cette bipédie, c'est un caractère vraiment, j'allais dire, fondamental des hominines. Vous savez, quand on trouve un fossile dans le Miocène de grands primates, il y a deux choses qu'on regarde tout de suite pour essayer de savoir si ça peut être un hominine. C'est la denture, parce qu'il y a chez les hominines cette réduction des canines qui est très importante et qui les sépare vraiment des autres grands primates. Et puis, il y a la locomotion bipède. Évidemment, il y a tout un débat autour de ça, parce qu'il y a des gens qui disent, dans le fond, peut-être que cette locomotion bipède, elle est apparue plusieurs fois, dans des lignées qui peut-être n'ont pas de descendance, et donc peut-être qu'on se fourvoie, mais enfin, toujours est-il qu'aujourd'hui, quand on trouve, disons, dans une tranche de temps plus récente que, disons, 6-7 millions d'années, un bout de fémur ou un bout de bassin qui suggère la bipédie, on range immédiatement cette espèce parmi les hominines. Vous le savez déjà, il n'y a pas beaucoup d'espèces fossiles dans ces tranches de temps-là. En fait, il y en a assez peu. Donc, cette bipédie, on la connaît en particulier
chez les australopithèques, mais déjà même chez des hominines plus anciens. Et pourquoi cette bipédie, c'est une source d'économie? Tout bêtement parce qu'on a fait des mesures du coût énergétique, du déplacement quadrupède, bipède, et singulièrement en comparant des grands singes et des hommes. Et on sait que le coût du transport, ou l'économie d'énergie réalisée, suivant qu'on est bipède ou suivant qu'on est quadrupède, elle est assez notoire. Donc vous avez ici le coût énergétique en fonction de la vitesse. Et vous voyez que pour un chimpanzé qui se déplace donc sur quatre membres, pour atteindre des vitesses comparables à, disons, une marche rapide ou un petit trot chez l'homme, il lui faut consommer beaucoup plus d'énergie, presque 2 fois plus qu'un homme. Et alors du coup, ces deux courbes en fait sont deux images en miroir l'une de l'autre. Hein. Quand on regarde dans le fond quel est le bénéfice qu'on a à être un bipède plutôt qu'un quadrupède, eh bien on voit là aussi que les hommes sont avantagés par rapport aux chimpanzés. Et tout ça se traduit dans le fait que d'abord, les hommes sont capables non seulement de marche bipède, mais ils sont capables aussi de course bipède. Et c'est surtout à ce moment-là que se fait sentir la différence, si je peux dire, avec des grands singes. Et cette course bipède, c'est une course bipède qu'un être humain peut soutenir pendant une très longue durée. Hein. En gros, les quadrupèdes, peuvent courir vite, peuvent même courir beaucoup plus vite qu'un bipède, qu'un homme, mais disons qu'il y a peu de quadrupèdes qui peuvent courir aussi longtemps de façon soutenue, à une vitesse modeste, mais soutenue quand même, qu'un homme. On a des gens qui courent des marathons, des super marathons, des 40 km, 50 km, 80 km. Et vous vous en souvenez peut-être, on pense que c'est un des mécanismes adaptatifs qui a permis en fait la prédation des hominines sur des proies de taille supérieure à la leur. Hein. Pour ceux qui avaient assisté à mon cours sur la chasse, j'avais montré une vidéo où on voyait des chasseurs San dans le Kalahari qui arrivaient à s'approprier une grande antilope, j'allais dire sans rien faire. Courait quand même pas mal de kilomètres en plein soleil, mais en gros, ils arrivaient à capturer cet animal qui lui, en fait, au bout d'un moment, s'effondrait sous l'effet de l'hyperthermie, problème de régulation interne. Et dans le fond, il ne faisait que l'achever pour se l'approprier. On pense que c'est quelque chose qui a existé depuis très longtemps chez les hominines, chez les hommes. Et donc, sans avoir des armes très perfectionnées, on peut comme ça arriver à capturer des proies, même des proies de grande taille. Et donc, comme je vous l'ai dit, c'est un caractère qu'on considère comme un caractère fondamental des hominines. Et quand on regarde les différentes espèces d'hominines au cours de la fin du Miocène, du Pliocène et du Pléistocène, on se rend compte qu'on a affaire à plusieurs formes de bipédie, en fait. Disons qu'on a une forme de bipédie, alors qu'on connaît très mal, qui est celle des tout premiers hominines, donc avec Toumaï, avec Ardipithecus, avec Aurorine. Ensuite, il y a une bipédie qui, elle, est beaucoup mieux étudiable, parce qu'on a beaucoup plus de matériel, qui est celle des australopithèques. Et puis, ensuite, on a les représentants du genre Homo. Et on peut découper ça, en gros, en catégories, en fonction
de l'économie énergétique réalisée par tel ou tel mode de bipédie, et du coup la capacité d'endurance, en particulier pour la course. On tend à penser que c'est vraiment avec Homo erectus, enfin les formes anciennes d'Homo erectus, qu'apparaît cette capacité de course endurante sur de très très longues distances. Et avant, on a des formes de bipédie qui sont des formes de bipédie sont plutôt fondées sur la marche. Une marche d'ailleurs un peu différente de celle des hommes actuels, et où là, il n'est pas trop question d'endurance, il est plus question d'efficacité énergétique, mais pas vraiment d'endurance sur la longue durée. Et donc cette bipédie, elle a de nombreux effets sur notre anatomie. Alors évidemment, on pense aux jambes qui sont beaucoup plus longues que celles qu'on va observer chez un primate. Quand on compare les membres antérieurs et les membres inférieurs chez un homme et puis chez un gorille ou un chimpanzé, on voit tout de suite qu'il y a une grande différence. Parce que dans le fond, nos bras ne nous servent plus à la locomotion, ils servent à des tas d'autres choses, mais en tout cas, ils ne servent plus à la locomotion, ce qui n'est pas le cas du tout pour les grands singes, où les membres antérieurs servent à la fois en appui sur le sol quand ils ont un déplacement quadrupède, et puis aussi au déplacement dans les arbres. Mais il y a bien d'autres différences anatomiques qui intéressent notamment la colonne vertébrale, le cou, le crâne, enfin à peu près tout, et en particulier le bassin, qui a une forme très différente chez un quadrupède et chez un bipède. Et ce bassin, voilà, quand on compare un bassin humain et puis un bassin de chimpanzé, on voit tout de suite que c'est quelque chose de très très différent du point de vue anatomique. Donc le bassin de chimpanzé, il est beaucoup plus allongé antéro-postérieurement, alors que le bassin humain est quelque chose de beaucoup plus ramassé, et qui a une forme de bassin, littéralement. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est une structure osseuse qui va avoir un rôle, évidemment, d'articulation des membres inférieurs pendant la locomotion, mais c'est aussi une structure qui est une structure de soutien de tous les organes internes, des viscères. Donc c'est vraiment un bassin qui porte l'intérieur de notre corps. Et vous allez voir, on va revenir sur cette question de soutien et d'effet de la gravité, etc., parce que ça a en fait une grande importance. Donc le bassin humain, il soutient les viscères, les organes internes, alors que chez un quadrupède, le bassin, les ailes iliaques notamment, que vous voyez là, c'est plutôt une sorte de voûte à laquelle sont attachés ces viscères, ces organes internes. Donc du point de vue mécanique, ça fonctionne de façon très très différente. Donc il y a à la fois le jeu de la locomotion elle-même, qui évidemment est très différente chez un chimpanzé et chez un hominine bipède qui se tient verticalement. Cette question de la gravité, de la façon dont les organes internes sont soutenus ou suspendus. Et puis évidemment, le bassin, c'est aussi une structure osseuse qui a un rôle très important dans la reproduction, puisque c'est à travers le bassin que va se faire la parturition, hein, la naissance des petits. Et donc, vous imaginez bien que cette fonction-là va avoir une influence très forte sur l'anatomie pelvienne. Alors, le bassin humain, évidemment, a été très étudié de ce point de vue-là. Et tout un tas d'aspects morphologiques, anatomiques du bassin, et évidemment singulièrement du bassin des femmes, est lié à cette nécessité de laisser passer un nouveau-né, enfin qui n'est pas encore né, mais un fœtus à terme, à travers le bassin,
C'est un sujet évidemment médical, hein, et donc il y a une littérature très abondante là-dessus. Et comme vous le voyez, de nombreuses méthodes de mesure qui ont été appliquées au bassin humain, en particulier pour définir la géométrie de ce qu'on appelle le canal obstétrical. Donc le canal obstétrical, c'est une espèce de tube, si vous voulez, à travers lequel le nouveau-né doit passer. Donc il y a une entrée au sommet qu'on appelle le détroit supérieur. Il y a une sortie qu'on appelle le détroit inférieur, en bas. Et puis entre les deux, il y a ce qu'on appelle le détroit moyen, qui est une zone qui est à peu près à mi-hauteur du sacrum, qui est une zone un petit peu plus large que le détroit supérieur. Donc, vous voyez, il y a une espèce de conduit un peu courbe qui constitue ce canal obstétrical. Évidemment, toutes ces dimensions sont très importantes pour permettre la mise au monde d'un enfant. Alors évidemment, là, ce sont des mesures qui sont prises sur le squelette, sur l'os sec. Hein. Mais n'oubliez pas qu'il y a quand même des parties molles autour de tout ça, qui ont une importance très grande dans la mise au monde des enfants. Et puis aussi le fait que même si le bassin, quand on vous montre une photo de bassin, ça a l'air d'être une structure extrêmement rigide, hein, dans le fond, encore une fois, pour des raisons mécaniques assez faciles à comprendre, qui sont liées aux contraintes de la locomotion et aux contraintes de soutien des organes internes. C'est une structure assez rigide, mais quand même qui a une certaine souplesse, en particulier le sacrum, donc, qui se trouve à l'arrière du bassin. Il est articulé sur les ailes iliaques de chaque côté. Et donc, ce n'est pas une fusion, hein, c'est une articulation sacro-iliaque, alors qu'il n'y a pas une mobilité extravagante, mais qui a quand même une certaine mobilité. Et cette mobilité est importante pour permettre la mise au monde des enfants. Ces mesures donc du bassin, du détroit supérieur, du détroit moyen, du détroit inférieur, encore une fois, c'est quelque chose qu'on a établi sur l'homme, enfin plutôt sur la femme, parce que il y a tout cet intérêt médical autour de la forme du bassin, hein. Donc toutes les considérations obstétricales qui sont attachées à ça. On a, de façon un petit peu, je dirais, un peu hâtive, transposé ces mesures sur des bassins de grands primates ou de fossiles d'hominines, en se disant on va comparer ça avec la situation des humains actuels. Vous allez voir que ce n'est pas tout à fait judicieux. Et dans les premiers temps où on a commencé à vraiment réfléchir à la façon dont avaient évolué les contraintes obstétricales et notamment la forme de ce canal au cours de l'évolution des hominines, on s'est en particulier beaucoup intéressé à ce détroit supérieur, donc qui est la partie, le resserrement du pelvis par lequel initialement passe la tête du nouveau-né en début du processus d'accouchement, dans le fond avec l'idée que c'était là que se plaçait la contrainte principale au départ. En gros, si la tête du bébé ne passe pas dans le détroit supérieur, bon, c'est très mal parti, hein. Et donc on a comparé dans les premiers temps cette taille et cette forme du canal obstétrical chez différents primates, mais vous voyez que dans ces premières comparaisons, c'est surtout le détroit supérieur qu'on est allé regarder. Et vous avez là une comparaison qui a été publiée dans une quantité d'articles, hein, qui compare la taille de la tête d'un nouveau-né
avec la forme du détroit supérieur, les dimensions du détroit supérieur dans différentes espèces. Alors encore une fois, ces mesures sont prises en utilisant les mêmes repères anatomiques, les mêmes standards que chez l'homme. Vous voyez tout de suite qu'il y a quand même d'énormes différences d'une espèce à l'autre. Alors on a d'abord là les grands singes, Pongo, Pan, Gorilla, donc l'orang-outan, le chimpanzé, le gorille, comparé à l'homme, vous voyez que ce n'est pas du tout le même genre de situation. Donc chez ces espèces de grands primates, on a un détroit supérieur qui est nettement plus grand que la tête du petit à naître. Chez l'homme, c'est vraiment très ajusté. Et vous voyez tout de suite aussi que normalement, pour faire passer cette tête dans ce détroit supérieur, il faut qu'elle tourne un petit peu, même beaucoup, pour rentrer de travers, si je peux dire, dans le détroit supérieur. En théorie, donc, chez les grands singes, la naissance, enfin la mise au monde des petits, c'est un processus qui est beaucoup plus facile, si je peux dire, que chez les humains. Mais quand on va regarder du côté d'autres primates, des singes cathariniens, mais aussi des cercopithécoïdes, mais aussi des singes du Nouveau Monde, vous voyez qu'il y a quand même des espèces pour lesquelles cet ajustement de la tête par rapport au canal obstétrical est quand même beaucoup plus serré que ce qu'on trouve chez les grands singes. D'ailleurs, il y a un cas un peu particulier qui est celui des gibbons. Donc on a là affaire à un hominoïde, c'est une espèce qui est apparentée, c'est le plus proche parent du groupe Pongo, Pan, Gorilla, homme, donc, dans les hominoïdes. Là aussi où on a quand même une tête du nouveau-né qui est grosse par rapport à la taille du détroit supérieur. On est un petit peu revenu de ces comparaisons-là. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que quand on comparait un bassin humain et puis un bassin de chimpanzé, eh bien dans le fond, c'était un petit peu, problématique d'utiliser des repères anatomiques humains pour aller mesurer le canal obstétrical de ces singes. Pourquoi ? Parce que dans le fond, ce qui compte, ce n'est pas tellement le détroit supérieur, le détroit inférieur, le détroit moyen. Ce qui compte, c'est où se trouve le diamètre minimum sagittal ou transversal dans ce canal obstétrical. Et il ne se trouve pas dans la même position chez l'homme et chez un chimpanzé. Donc vous voyez que chez les humains, normalement, ce diamètre sagittal, donc on parle d'un diamètre antéro-postérieur pour l'instant, minimum, il se trouve au niveau du détroit supérieur, mais pas du tout chez un chimpanzé. Chez un chimpanzé, le problème se passe plus bas, si je peux dire, quelque part entre l'extrémité du sacrum et la partie supérieure du pubis. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas un diamètre homologué, si je peux dire, chez les humains. Et il y a des travaux qui ont été réalisés pour reconstituer la forme de ce canal obstétrical dans différentes espèces de grands singes. Donc ça, c'est une étude qui est parue assez récemment, où on a vraiment utilisé des méthodes morphométriques pour modéliser cette forme du canal obstétrical, encore une fois, en se fondant sur le squelette, et arriver à une reconstitution en surface du passage qui est offert donc, au nouveau-né. Là, il s'agit d'une reconstitution de ce canal obstétrical chez un orang-outan. Et à partir de ces modèles-là, on peut refaire les comparaisons qu'on faisait autrefois en prenant simplement le détroit supérieur, mais en allant chercher cette fois-ci
non pas les repères humains, mais où qu'il se trouve, le diamètre sagittal minimum, c'est-à-dire l'endroit qui est le plus contraint dans une orientation antéro-postérieure, et aussi l'endroit qui est le plus contraint latéralement, donc la dimension transversale minimum. Vous voyez que l'image est un petit peu différente de celle ce que je vous ai montré tout à l'heure. Alors vous voyez que bon, pour Homo, ça se présente toujours de façon assez problématique. Pour les grands singes, c'est un peu moins facile que ça avait l'air tout à l'heure, mais c'est toujours sans trop de problèmes. Mais vous voyez que mes gibbons, eux, ils ont quand même une situation qui est quand même assez comment dire, contrainte du point de vue de l'anatomie quand on compare ça à d'autres espèces de primates. Alors en fait, quand on modélise, enfin plutôt quand on fait une reconstitution de la forme en 3 dimensions de ce canal obstétrical, on voit que c'est un peu plus compliqué que ce qu'on avait en tête, ce qu'on a eu en tête pendant très longtemps. Ce qu'on a eu en tête pendant très longtemps, c'est que dans le fond, les hommes, ils avaient un canal obstétrical assez compliqué, avec une forme arquée, avec aussi une nécessité de rotation de la tête du fœtus pour sortir. Mais en fait, quand on prend non plus simplement le détroit supérieur, le détroit moyen, le détroit inférieur, mais qu'on prend des diamètres successifs, si je peux dire, tout au long de ce canal obstétrical, en essayant de prendre des repères qui permettent une comparaison entre les humains et puis différents primates, alors effectivement, on voit que chez les humains, les proportions de ces diamètres varie autour de la valeur 1. Donc on part, si je peux dire, vers le haut avec une orientation qui est plutôt transversale. À un moment donné, on passe au-dessus de la valeur 1 avec une orientation qui est plus sagittale. Puis à la sortie, on revient vers quelque chose qui est plus circulaire, si je peux dire. Alors, chez les primates, chez lesquels on peut faire ces mesures et qu'on peut comparer aux humains, là, on est toujours au-dessus de la valeur 1. Ça veut dire en gros qu'on a toujours des conduits, des canaux qui sont comment dire, dont le diamètre antéro-postérieur est supérieur au diamètre transversal. Mais quand même, vous voyez que ce n'est pas j'allais dire un tuyau qui est bien régulier, hein. Il y a des variations assez importantes, et donc qui montrent que peut-être la mise au monde des petits chez les primates, elle n'est pas toujours aussi facile que ce qu'on s'était imaginé jusque-là. En fait, on se rend compte qu'il y a plusieurs modèles, si je peux dire, de mise au monde chez ces primates. Alors on va commencer par le modèle le plus facile, si je peux dire, c'est celui des grands singes. Donc là, ce qui se passe chez les grands singes, c'est que, encore une fois, normalement, le canal obstétrical, il est suffisamment large pour, j'allais dire, sans trop de déformation, laisser passer la tête d'un petit. Donc ça se passe relativement bien, si je peux dire. Il n'y a pas de rotation de la tête du petit. Il n'y a pas non plus de déformation du bassin lui-même. Bon, il y a une petite comment dire, flexibilité liée au relâchement des ligaments, mais ce n'est pas vraiment nécessaire. Et puis, en fait, la tête du petit passe dans le canal obstétrical sans elle-même être très déformée.
hein. Elle peut passer fléchie, enfin la face la première, ou elle peut passer comme chez les humains avec le sommet de la tête en premier. Tout ça, c'est pas très important, parce que dans le fond, j'allais dire, ça se passe relativement facilement entre guillemets. Alors, je vous ai dit qu'il y a des espèces de primates où en fait l'ajustement est beaucoup plus serré que chez les grands singes. Donc ici, vous avez deux exemples qui sont un peu extrêmes. Les babouins, et puis ça, c'est un saïmiris, c'est un petit singe sud-américain. Là, vous voyez que la tête du petit, elle est quand même assez importante par rapport au canal obstétrical. Et la façon dont la naissance est rendue possible, c'est par un processus, enfin une adaptation qui est assez poussée chez ces espèces-là. C'est que c'est cette flexibilité ligamentaire qui est bien plus extrême que ce qu'on a observé chez les grands singes, avec donc les ligaments sacro-iliaques qui peuvent vraiment se relâcher énormément, et la symphyse pubienne, c'est-à-dire la jonction entre les pubis à l'avant du bassin, peut s'ouvrir considérablement. Quand je dis s'ouvrir considérablement, c'est-à-dire que ce mouvement augmente la taille du canal obstétrical entre 30 et 100% de sa surface. Alors 100%, c'est énorme, c'est-à-dire qu'il peut doubler de taille, et donc c'est ça qui permet, par exemple, à ces petits singes de mettre au monde des petits sans trop de problèmes. Et alors, c'est lié aussi à la forme du crâne, et normalement, les petits naissent la face la première, donc le crâne passe dans le canal obstétrical avec une contrainte qui est, verticale sur le crâne. Enfin, donc c'est la face qui sort en premier. Donc ça, c'est quelque chose qui est très différent de la naissance, je dirais, normale chez les humains. Alors, chez les humains, ça existe, des présentations par la face, mais enfin, ce n'est pas vraiment ce qui est le plus, je dirais, souhaitable. Normalement, quand tout se passe, j'allais dire, bien et normalement, c'est quand même plutôt le sommet du crâne qui sort en premier. Alors j'insiste sur cette histoire de position du nouveau-né au moment de la naissance. Vous voyez que chez mes babouins, mes macaques, etc., le petit donc, qui sort la face en avant, eh bien, cette face, elle est tournée du côté supérieur, elle regarde vers l'avant de la mère. Et donc ça permet, vous voyez, à cette femelle de récupérer, si je peux dire, son petit, et sans trop de problèmes. Alors chez les humains, c'est pas comme ça que ça se passe normalement. Normalement, la face, elle est tournée vers l'arrière de la mère au moment de la naissance, et donc c'est pas très recommandé, je peux dire, de tirer sur la tête vers le ventre de la mère pour faire sortir le petit, enfin ce que ferait une maman macaque. Et donc on a beaucoup élaboré là-dessus, avec l'idée que dans le fond, chez les humains, la naissance nécessite une assistance d'autres adultes pour que tout se passe bien. Bon, alors, on connaît des cas de femmes qui mettent au monde des enfants sans l'aide d'autres adultes, mais on s'intéresse beaucoup à cette notion-là d'un point de vue évolutif parce que, encore une fois, on pense que pour qu'une mise au monde comme celle-là se passe systématiquement, régulièrement, sans trop de problèmes, il vaut mieux avoir une assistance d'autres adultes. Alors, chez les humains, donc je vous ai expliqué que chez les singes pour lesquels on a une taille du crâne qui est importante par rapport à la taille du canal obstétrical, il y a ce mouvement
d'ouverture du bassin au niveau du pubis qui permet le passage du petit. Alors, chez les humains, c'est autre chose. Alors, il y a un relâchement ligamentaire, donc ces ligaments sacro-iliaques dont on a parlé tout à l'heure. Il y a une possibilité de mouvement, vous voyez, du sacrum par rapport au reste du bassin au moment du passage de la tête du nouveau-né. Il y a cette rotation possible, souhaitable, nécessaire du petit pour passer au travers du bassin de sa mère. Et puis surtout, il y a autre chose qui est que plus que chez les autres espèces dont on a parlé jusqu'à présent, il y a une grande flexibilité du crâne du petit lui-même. Et ça, c'est lié à l'existence de fontanelles entre les os crâniens, donc qui ne sont pas à la naissance, qui ne sont pas jointifs. Il y a des espaces souples entre ces os. Et donc, cette tête du nouveau-né, chez l'homme, elle est capable de déformations assez importantes. Et donc, c'est la combinaison de tous ces caractères-là, surtout la rotation et surtout la déformation du crâne du nouveau-né, qui permet ce passage très très ajusté dans un canal obstétrical qui est vraiment calculé très très juste. Alors quand on parle de déformation crânienne du nouveau-né, c'est pas quelques millimètres, c'est vraiment une déformation très importante. Ça, c'est un article qui a été publié il y a pas très longtemps. Je ne sais pas pourquoi, mais toutes mes citations ont disparu sur mes diapositives. C'est une équipe française. Le premier auteur s'appelle Ami, qui a publié ça. Alors, ils ont fait quelque chose d'assez assez extraordinaire. Ils ont imagé par résonance magnétique des femmes enceintes, je ne sais pas combien, une vingtaine, 25. Et puis ensuite, alors elles étaient volontaires, bien sûr, et ensuite, il y en a 7 d'entre elles qu'on a réussi à imager pendant l'accouchement. Bon. Et donc, on a des images en 3D des os crâniens des nouveau-nés en train de naître. Alors, vous voyez, ça c'est un individu, c'est le même. Vous voyez que on a des déformations des jeux des os du crâne les uns par rapport aux autres qui sont vraiment très très importantes, du frontal par rapport au pariétal, par rapport à l'occipital, et c'est tout ça qui permet donc le passage sans trop de, alors je dis pas sans trop de difficultés, mais disons sans encombre majeur du crâne du nouveau-né. Alors évidemment tout ça, c'est-à-dire la rotation du crâne, l'entrée dans le détroit supérieur par le sommet du crâne orienté transversalement, la sortie, la face vers l'arrière de la mère, etc., après cette rotation, ça c'est, j'allais dire, le modèle théorique, et c'est comme ça que ça devrait se passer quand tout se passe bien. Alors, je vous rappelle quand même qu'il y a quand même un grand nombre de circonstances, un certain nombre de circonstances où ça ne se passe pas comme ça. Et donc là, évidemment, ça rend les choses très difficiles. Et la question qui se pose, dans le fond, c'est tout ce mécanisme de mise au monde des petits, quand est-ce qu'il a commencé à se mettre en place au cours de l'évolution des hominines. Et dans le fond, la question qu'on se pose, c'est pourquoi c'est si compliqué chez les hommes. Donc on a, je vous le rappelle, déjà chez les australopithèques, en fait, un bassin, ça c'est le bassin de Lucie, donc un Australopithecus afarensis, qui est comparé à un bassin humain, qui est comparé à un... D'ailleurs, je pense que c'est un bassin masculin, et qui est comparé à un bassin de chimpanzé. Et vous voyez que, en fait,
j'allais dire presque dès le début, en tout cas dès ces australopithèques vers 3 ou même 4 millions d'années, on a déjà une structure du bassin qui ressemble beaucoup au bassin qu'on va trouver chez un humain actuel. Alors c'est lié au fait que ces australopithèques, même si on sait qu'ils pratiquent une certaine forme de locomotion arboricole, on a des adaptations des épaules, des coudes, enfin du membre supérieur en général, la forme des phalanges un petit peu arquées, etc., qui suggèrent qu'ils ont quand même une capacité, en tout cas une capacité plus grande que vous et moi, à aller dans les arbres. Alors peut-être pour se réfugier quand ils sont menacés par un prédateur, peut-être pour aller chercher de la nourriture, peut-être pour dormir, enfin bon, bref. Donc ils vont dans les arbres. Mais quand ils sont au sol, ils sont bipèdes, ils ne sont pas quadrupèdes, et donc ils ont ce bassin qui est présente ces caractéristiques. Alors la façon dont on explique ces problèmes qui sont liés, enfin ces problèmes obstétricaux qui sont liés à la morphologie de ce type de bassin, c'est quelque chose qui a été formalisé, enfin nommé par un anthropologue célèbre qui s'appelait Washburn, qui en 1960 a proposé ce terme de dilemme obstétrical. Et le dilemme obstétrical pour Washburn, c'était quoi? C'était le fait que, dans le fond, dans l'évolution humaine, il y a un problème qui est lié au fait que, pour avoir une locomotion bipède efficace, eh bien, il nous faut un bassin, entre guillemets, étroit, c'est-à-dire avec des articulations coxofémorales qui ne soient pas trop écartées les unes des autres, donc un bassin étroit. Et dans le même temps, une tendance à avoir des cerveaux de plus en plus grands chez l'adulte et donc chez les enfants. Alors, ce que Washburn et ceux qui l'ont suivi ont argumenté, c'est qu'au départ, chez les australopithèques, on part avec un bassin qui ressemble beaucoup à un bassin humain, mais que dans le fond, c'est pas trop problématique parce qu'on a un petit cerveau. D'accord ? Vous allez voir que ce n'est pas aussi idyllique que ça pour les australopithèques non plus. Mais c'était ça l'idée. Et ensuite, le fait qu'on a un cerveau qui grossit au cours de l'évolution, ça va introduire ce fameux dilemme obstétrical, c'est-à-dire en fait, la sélection va agir sur la forme du bassin, parce que d'un côté, il y a la nécessité, il y aurait la nécessité d'élargir le bassin pour permettre la naissance d'enfants avec des cerveaux de plus en plus gros, mais en même temps des contraintes qui sont liées à la locomotion qui, dans le fond, vont limiter cette expansion du bassin. Alors, je vous dis tout de suite que ce concept de dilemme obstétrical a donné lieu à beaucoup de discussions et à des critiques, et je vais vous en expliquer quelques-unes. Alors notamment, il y a des gens, comme par exemple cette chercheuse américaine, qui dans le fond, ont argumenté que en fait, la contrainte, c'était pas tellement une contrainte sur le bassin lié à des problèmes anatomiques, c'était tout bêtement une contrainte énergétique. C'est ce que je vous ai expliqué lors de mon dernier cours, c'est-à-dire qu'en gros, une femme ne peut pas nourrir, approvisionner le cerveau d'un fœtus qui dépasse une certaine taille, parce que c'est un organe qui consomme beaucoup d'énergie, et que donc, c'est là la vraie contrainte. Et donc c'est ça qui, au cours de l'évolution des hominines, dans le fond, a obligé les hominines à avoir à la naissance des cerveaux de petite taille par rapport au cerveau adulte. Et dans le fond, on peut se demander pourquoi, quand même, à ce moment-là, le bassin ne s'est pas élargi pour dans le fond, résoudre ce problème de contrainte
obstétricale, parce que dans le fond, bon, si on met momentanément de côté les problèmes énergétiques, c'est quand même assez remarquable que dans de nombreuses sociétés humaines, on a ce pourcentage très élevé de situations où il y a une inadéquation entre la taille du bassin féminin, enfin de la mère, et de la taille du cerveau. Donc il y a... ça a été... des tas de statistiques qui ont été publiées là-dessus, mais disons dans les sociétés humaines dans différentes régions du globe, on parle d'un pourcentage de l'ordre de 2, 3, 4, mais ça peut monter jusqu'à 6, même 8%. Je crois en Afrique, il y a des populations, on a décrit 8% de cas où dans le fond, ça ne pouvait pas marcher. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui s'appelle la césarienne. Donc on peut, quand on est dans cette situation-là, faire une opération qui, dans le fond, résout le problème. Mais autrefois, il n'y avait pas de césarienne. Et donc autrefois, soit l'enfant mourait, soit la mère mourait, soit même les deux. Et donc c'est quand même quelque chose qui est assez extraordinaire du point de vue, encore une fois, de l'adaptation de l'espèce, de penser qu'une espèce peut... on connaît les taux de mortalité autour de la naissance sous l'Ancien Régime, par exemple. Donc c'est quand même une mortalité qui est assez effrayante. Il y a beaucoup de femmes qui meurent en mettant au monde des enfants. Alors, évidemment, c'est avantageux d'avoir un grand cerveau, mais c'est quand même très cher payé du point de vue de l'espèce d'avoir cette mortalité très importante dans les sociétés anciennes. Encore une fois, je ne parle pas de maintenant. Alors qu'on n'a pas quelque chose... Enfin, je reviens à mes grands singes. Chez les grands singes, bon, tout peut arriver, mais ce n'est pas un problème majeur de mettre au monde des petits, comme ça peut l'être chez les humains. Et ça s'explique, aussi par le fait qu'on a un mode de sélection naturelle qui s'applique à cette situation-là, qui est un mode de sélection tout à fait particulier, qui est un peu rare. C'est un modèle qu'on a décrit comme étant un modèle en falaise. Alors qu'est-ce que ça veut dire un modèle en falaise ? Ça veut dire que, dans le fond, c'est avantageux d'avoir un plus grand cerveau. Donc il va y avoir une sélection positive, alors qui n'est peut-être pas implacable, qui peut être faible, mais qui s'exerce. Et cette sélection positive, elle s'exerce parce que même du point de vue de l'individu, je ne parle pas du point de vue de l'espèce, mais du point de vue de l'individu, il y a un accroissement de ce qu'on appelle fitness, c'est-à-dire l'adaptation et plus tard le succès reproductif de l'individu. Donc il y a un avantage à avoir un cerveau plus grand. D'abord, on sait que chez les nouveau-nés, il y a une corrélation forte entre la masse, le poids à la naissance et la taille du cerveau. Et disons que le poids à la naissance, alors il ne faut pas qu'il soit trop important, on va revenir là-dessus, mais le poids à la naissance, c'est plutôt un signe de bonne santé et, disons, de problèmes futurs diminués. Donc, vous voyez que du point de vue de l'avantage procuré aux individus, on va aller vers de plus en plus d'avantages et donc une pression de sélection vers une taille du cerveau à la naissance qui est de plus en plus grande. Seulement, quand on arrive à une certaine limite, justement, qui est définie par la forme du bassin de la mère, eh bien là, cette fitness, elle tombe tout d'un coup à zéro. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir un gros cerveau, mais si on dépasse une certaine limite, on ne vient pas au monde. Donc là, il n'y a plus de bénéfice, on disparaît tout de suite. D'accord ?
Et en fait, ce qui se passe chez les humains, c'est que, dans le fond, la sélection naturelle, elle nous maintient au bord de cette falaise. Et la plupart des individus sont juste avant le bord de la falaise, mais il y a quelques individus qui étaient après le bord de la falaise, et eux, ceux-là, autrefois, c'était cette mortalité très très importante. Donc ça donne cette distribution qui est très particulière, qui est pas. Donc c'est cette forme en falaise de la sélection qui s'applique à une distribution qui, a priori, est une distribution gaussienne de la taille du cerveau. Il y a d'autres contraintes qui jouent sur la taille du pelvis. Donc on va parler un petit peu. On a parlé de la locomotion. Il y a aussi la forme corporelle elle-même. Et en particulier, on sait que la forme corporelle, en particulier la largeur du tronc par rapport à la stature, c'est quelque chose qui est déterminé chez les humains par l'adaptation climatique. En gros, dans les régions froides, c'est plutôt avantageux d'avoir des proportions corporelles trapues. Pourquoi ? Parce que ça réduit le rapport de la surface corporelle par rapport au volume. Donc on va en gros conserver la chaleur beaucoup plus facilement. Par contre, dans les milieux chauds, dans les milieux tropicaux, là, on a besoin de dissiper la chaleur plutôt, et donc, en général, les gens qui vivent dans les pays, enfin les populations originaires de pays tropicaux ont des proportions beaucoup plus longilignes. Et il se trouve que l'évolution des hominines, pendant plusieurs millions d'années, c'est une affaire uniquement africaine. Donc, on ne parle pas de ce modèle-là, on parle de celui-là. Et donc, il y a probablement, en plus des aspects liés à la locomotion, des aspects qui sont liés à la forme corporelle et à l'adaptation climatique qui s'ajoute à ça. Donc tout ça, ça forme ce fameux concept de dilemme obstétrical. C'est un modèle qui a été, au fil des années, quand même plutôt critiqué. Donc je vous ai dit déjà, il y a des gens qui pensent que, dans le fond, on met un peu trop l'accent sur les aspects anatomiques et pas assez sur les problèmes énergétiques. Bon, moi, je pense, comme beaucoup d'ailleurs, que c'est les deux à la fois, donc on ne peut pas éliminer l'un au profit de l'autre. Mais la notion même que, en fait, pour être un bipède efficace, il faut avoir un bassin étroit, c'est quelque chose qui a été remis en cause par un certain nombre de chercheurs. Et quand même une citation qui a persisté. En particulier, l'équipe de Lieberman à Harvard a beaucoup fait d'expérimentations, en particulier sur la marche, sur la course, en essayant de déterminer le coût énergétique. Bon, vous avez vu un exemple tout à l'heure, je vous ai montré ces travaux sur les chimpanzés, les humains qui couraient, qui marchaient, combien ça coûtait en énergie. Ces gens-là, ils ont aussi été regardés s'il y avait une relation entre la largeur du bassin, c'est-à-dire en fait la distance entre les deux articulations coxo-fémorales, et puis l'énergie qu'on dépense quand on marche, quand on court, pour un homme, pour une femme. Et en fait, ça c'est une étude qui a été publiée il y a quelques années, ce qu'ils ont montré dans ce genre d'études, c'est qu'en fait, ce n'est pas du tout évident que ça soit avantageux d'avoir un bassin étroit pour marcher ou pour courir. En tout cas, évidemment, on ne parle pas de diamètre extravagant en largeur, mais même avec une variation assez notoire, ce qu'on voit, c'est que ce soit des gens qui courent ou que ce soit des gens qui marchent, que ce soit des hommes ou des femmes, la relation entre le diamètre
encore une fois, biacétabulaire, et puis le coût de la locomotion, eh bien, il n'y a pas de lien, en gros. C'est-à-dire que, quel que soit le diamètre biacétabulaire qu'on soit un homme, une femme, qu'on court ou qu'on marche, on va dépenser à peu près la même quantité d'énergie. Donc, en gros, eux, ce qu'ils ont dit dans cette étude, c'est pas la locomotion elle-même, c'est pas le déplacement, c'est pas la course ou la marche qui oblige le bassin humain à rester étroit. Donc du coup, on est allé chercher à nouveau du côté de la thermorégulation et d'autres aspects pour expliquer pourquoi, dans le fond, on n'a pas un bassin plus large que ça. Alors la solution, je ne sais pas si c'est vraiment une solution finale, mais en tout cas, une réponse a été apportée il y a quelques années par des travaux de gens qui sont allés faire des études de résistance mécanique du plancher de la cavité pelvienne. Vous vous souvenez, je vous ai dit au début de mon exposé que le bassin, c'est quelque chose qui soutient les organes internes. Et c'est cette équipe, ce à quoi ils se sont intéressés, c'est dans le fond les propriétés mécaniques de ce plancher de la cavité pelvienne, qui est un plancher formé de muscles et de tissus fibreux, de ligaments, de choses comme ça. Alors ce plancher, il doit avoir des caractéristiques mécaniques tout à fait particulières. Pourquoi ? Parce que, donc, en fait, c'est un plancher qui bouge, si je peux dire, le fond du bassin, et donc c'est lui qui supporte le poids des organes internes. D'accord ? Et évidemment, il faut qu'il soit résistant, parce qu'il ne faut pas que ces organes puissent descendre, parce que quand même ce plancher, il est ouvert. Hein, il est ouvert pour permettre la défécation, la miction, etc., et pour permettre la reproduction et la mise au monde des enfants. Donc il doit être à la fois résistant, mais en même temps, il doit pouvoir s'ouvrir pour laisser passer ce qu'il doit laisser passer, et en particulier laisser passer les enfants au moment de la naissance. Donc quelque chose à la fois de résistant, mais de suffisamment souple. Et ce que cette équipe a fait, en fait, elle a utilisé des modélisations par éléments finis. C'est les techniques qu'utilisent les ingénieurs pour construire des ponts ou des bâtiments. Et ce qu'ils ont montré dans une étude, c'est qu'en fait, le problème de la largeur du bassin, c'était sans doute pas lié au déplacement, à la locomotion elle-même, mais c'était lié tout bêtement aux effets de la gravité sur ce plancher pelvien. C'est-à-dire que, dans le fond, quand on parle de bipédie, il y a deux choses. Il y a la station bipède, la station verticale, et puis il y a la locomotion bipède. En gros, ce que ces gens-là disent, ils disent ce qui est important dans cette histoire de taille du bassin, ce n'est pas la locomotion bipède, c'est simplement le fait qu'on se tienne debout, verticaux, et c'est ça la vraie contrainte. Pourquoi ? Parce que dans le fond, si on augmente le diamètre du bassin, le déplacement, c'est-à-dire la flexibilité de ce plancher pelvien devient excessive, augmente de façon disproportionnée. Donc en augmentant un tout petit peu la taille du bassin, on obtient un déplacement de ce plancher à épaisseur constante, qui est disproportionné avec tous les risques qui sont liés à ça. Alors, il y a tout, il y a la continence, il y a les descentes d'organes, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Donc, on ne peut pas augmenter le diamètre. Et vous me direz, si on n'augmente pas le diamètre, il n'y a qu'à augmenter l'épaisseur. On peut augmenter le diamètre si on augmente l'épaisseur, il va être plus résistant. Mais là, le problème, c'est que si on augmente l'épaisseur, à ce moment-là, c'est l'élasticité, la flexibilité de ce plancher qui devient insupportable, c'est-à-dire qu'en gros, la naissance devient impossible. Donc on a un plancher qui est très solide,
nous soutient. On a un bassin qui est large, on peut avoir des enfants avec des têtes de plus en plus grosses, mais on ne peut plus les mettre au monde parce qu'ils ne peuvent plus passer à travers ce plancher. Et donc ça a vraiment été quelque chose qui a été assez, je pense, important, parce qu'on a bien vu que dans le fond, on avait peut-être un peu trop mis l'accent sur des histoires de locomotion, alors qu'en fait, ce qui compte, ce n'est pas vraiment la locomotion, c'est juste la gravité et la station bipède. Alors maintenant, comment tout ça s'applique aux fossiles ? Alors malheureusement, on n'a pas quand même énormément de bassins fossiles de différents hominines. Et en plus, bon, je vous ai dit tout à l'heure que Lucie avait un bassin qui était, très humain comparé à celui d'un chimpanzé, mais enfin, très humain, mais ce n'est pas non plus un bassin humain, hein. Donc elle a quand même une morphologie qui est assez particulière. Donc je vous propose de regarder quelques travaux qui ont été faits sur, dans le fond, l'étude de ces bassins fossiles dans une perspective obstétricale, c'est-à-dire dans le fond l'idée c'est est-ce qu'on peut reconstituer la mise au monde des petits chez différentes espèces d'hominines. On s'est particulièrement intéressé justement aux australopithèques. Alors pourquoi ? Parce que d'abord on a quand même des bassins fossiles d'australopithèques, plus que je sais pas, d'Homo erectus par exemple, ou d'Homo habilis, ou d'Homo anciens. Et puis aussi parce que vraiment c'était, j'allais dire, une transition majeure, hein, avec vraiment une bipédie bien établie chez ces formes. Donc voilà 3 bassins qu'on considère comme des bassins féminins, enfin des bassins d'australopithèques femelles, qui sont là, qui ont l'air assez complets. Alors à gauche, c'est AL288.1, c'est-à-dire c'est Lucie. Donc Australopithecus afarensis, c'est une des formes les plus anciennes d'Australopithèque. Au milieu, c'est un bassin qui vient de Sterkfontein, c'est un bassin d'Australopithecus africanus, STS14. Et puis ça, c'est un bassin beaucoup plus récent en âge, hein, mais juste autour de 2 millions d'années, et qui est un bassin d'Australopithecus sediba, qui est une nouvelle espèce d'Australopithèque qui a été découverte il y a quelques années en Afrique du Sud. Et donc, il y a pas mal d'études qui ont été faites sur ces bassins. Je vais vous en parler un petit peu. D'abord, j'aurais quand même insisté sur un point, c'est que ce que vous voyez là, c'est des reconstitutions de ces bassins. Mais les fossiles, c'est ça, hein. Donc, gardez quand même en tête que ces reconstitutions sont des reconstitutions. Et que, en fait, vous voyez, quand on part de ça ou de ça, on peut arriver à plusieurs reconstitutions possibles de la forme du bassin. Comment on fait ? Bon, on reconstitue par symétrie l'autre côté des éléments manquants. Hein. On a des ordinateurs qui savent faire ça maintenant, qui prennent un modèle 3D, qui créent le modèle 3D symétrique. Puis après, on associe tout ça de la façon qui paraisse la plus, j'allais dire, raisonnable sur le plan anatomique. Mais même quand on a des bassins relativement complets, il y a quand même toujours des petits désaccords sur la façon de faire ces reconstitutions. Et puis alors après, surtout, j'allais dire, d'interpréter ça en termes obstétricales. Alors quand on a découvert Lucie, donc on retourne dans la fin des années 70, le début des années 80, donc les premières études qui ont été faites sur ces bassins, il y a en particulier une étude qui a été faite qui a été publiée dans le Journal of Human Evolution dans les années 80 par Tagg et Lovejoy. En gros, le mode de mise au monde des petits australopithèques qu'ont fait ces auteurs, en s'appuyant sur le fait qu'il y avait ces petits australopithèques étaient censés avoir un cerveau beaucoup plus petit que les cerveaux humains. Donc eux, ils sont arrivés à une reconstitution d'une mise au monde qui était ni du type grand singe, ni du type humain,
avec un ajustement beaucoup plus serré que chez un chimpanzé, mais pas de rotation du type de celle qu'on observe chez les humains actuels. Donc en gros, l'idée c'était que la tête du petit australopithèque s'engageait dans le sommet du bassin, dans le détroit supérieur, de façon transversale, et qu'elle allait suivre un trajet, ce trajet dans cette orientation transversale jusqu'à la mise au monde. Donc en gros, l'idée, c'est les petits australopithèques naissent avec la tête de côté, ils sortent comme ça. Alors, c'est quelque chose d'assez, inhabituel, je crois même inconnu chez les primates. Hein. Je ne crois pas qu'on ait beaucoup d'exemples comme ça, ni même qu'on en ait un seul. Les primates, ils naissent la face la première, la tête la première, mais sur le côté, pas vraiment. Mais c'est un modèle qui a été, et d'ailleurs, vous allez voir que même pour d'autres hominines, qui est toujours prévalent. Pourquoi? Parce que dans le fond, tous ces bassins que je vous ai montrés d'australopithèques, mais ça va être le cas aussi d'autres hominines, sont des bassins qui sont des bassins assez larges, mais qui ne sont pas dont le diamètre antéro-postérieur n'est pas très important. Donc en gros, il y a toujours une section du canal obstétrical qui est ovale, orientée transversalement, ce qui est assez différent de ce que je vous ai montré chez les grands singes. Vous vous souvenez, chez Pongo et les autres, c'était le contraire. C'était un ovale qui était orienté de façon sagittale. Alors évidemment, la question, c'est, dans toutes ces études, c'est quoi la taille de la tête du petit? Parce qu'on a le bassin des mamans, si je peux dire, mais on n'a pas les petits. Hein. Et on n'a pas de nouveau-né d'australopithèque, hein. On n'a pas un squelette de nouveau-né. Alors en fait, pour faire ces reconstitutions, on est obligé de faire des hypothèses sur la taille du cerveau. Et ces hypothèses, elles ne sont pas évidentes à mettre en place. Pourquoi? Parce que, dans le fond, les éléments dont on dispose, c'est surtout la taille du cerveau des adultes. Et donc, on sait que les nouveau-nés, ils ont un cerveau qui est une certaine proportion de la taille adulte, mais une certaine proportion varie d'une espèce à l'autre. Et on n'a pas la proportion pour les australopithèques. Alors déjà, une première chose que je veux souligner avant de continuer, c'est que, contrairement à ce qu'on a parfois tendance à penser, vous savez, on dit souvent, oui, les australopithèques, ils ont un cerveau qui est un petit peu plus gros que celui des chimpanzés, mais à peine, etc. C'est pas vraiment à peine. Hein. Vous voyez là, ici, une étude de 2016 qui vous montre, c'est un calcul, hein, la moyenne de taille du cerveau d'australopithèque comparé à celui de chimpanzé. Bon, on passe de 360 à 466 en moyenne. Donc on ne parle pas de quelques pourcents, hein, on parle quand même de 25 au moins ou 30% de taille de cerveau en plus. Donc déjà, les adultes, ils ont un cerveau plus gros, nettement plus gros que celui des grands singes. Alors ensuite, la question c'est, et ça on a déjà parlé, chez les humains, le cerveau à la naissance, il est beaucoup plus petit que le cerveau adulte pour toutes les raisons qu'on a déjà discutées, des raisons énergétiques, puis là, toutes ces contraintes obstétricales qui obligent la taille du cerveau des petits à rester raisonnable, si je peux dire. Donc on parle d'une proportion qui est de l'ordre de 25, enfin il y a différentes proportions qui ont été publiées, disons ça varie entre 25 et 28% à peu près de la taille du cerveau adulte. Chez les chimpanzés, c'est pas ça. Hein. Chez les chimpanzés, le cerveau à la naissance, par rapport à la taille adulte, il est beaucoup plus important. On est plutôt, pas loin de 40% de la taille adulte. Hein. Et donc la question, c'est, on a la taille du cerveau des australopithèques adultes.
On a même des petits, vous vous souvenez, l'enfant de Dikika et puis un autre, Afarensis, donc 2 individus qui sont autour de 2 ans et demi à peu près. Mais ce qu'on voudrait savoir, c'est là, ici au départ, est-ce qu'on est plutôt dans un modèle chimpanzé, c'est-à-dire 40% de la taille du cerveau adulte, ou un modèle plutôt humain avec 25 ou 28% de la taille du cerveau adulte. Alors ça, on ne sait pas. Hein. En tout cas, on peut spéculer, mais pour l'instant, on n'a pas de nouveau-né. Alors, voilà un travail qui vient d'être publié, c'est 2022, où là, ce groupe de chercheurs, ce qu'ils ont fait, dans le fond, ils ont fait une modélisation. Alors, encore une fois, c'est un petit peu comme ce que je vous ai montré tout à l'heure avec mon plancher pelvien. C'est une modélisation qui utilise les éléments finis. Ils ont utilisé ces 3 bassins, en tout cas ces 3 reconstitutions de bassins d'Australopithèque que je vous ai montré tout à l'heure. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé plusieurs simulations, donc 9 au total, puisqu'on a 3 bassins. Ils ont pris 3 valeurs différentes pour la taille du cerveau du nouveau-né. Donc un modèle humain, donc si on applique une proportion autour de 25 ou 28%, ça va donner un cerveau de 110 grammes à la naissance. Un modèle qui est le modèle primate en général, c'est-à-dire on a pris tous les primates, on a calculé la moyenne du ratio de taille entre cerveau à la naissance et cerveau adulte pour tous les primates qu'on connaît. Donc on a un pourcentage autour de 40, je crois que c'est 43%, donc ça donne 180 grammes. Et puis alors ils ont pris un modèle intermédiaire qui est un modèle qui a pris en compte 7 espèces de cathariniens, donc de singes de l'Ancien Monde, dont l'homme. Et là, ça donne une valeur intermédiaire, donc 145 grammes. Puis ils ont essayé de voir comment tout ça pouvait fonctionner. Et donc la conclusion de tout ça, c'est que ces petits australopithèques, ils ne peuvent pas avoir un cerveau de 180 grammes à la naissance, parce que dans aucun des cas, la tête ne passe à travers le bassin, dans aucun de ces bassins-là. Donc ça ne peut pas marcher. Donc on est plutôt dans des valeurs qui sont soit des valeurs de type humain, soit ces valeurs qu'ils ont calculées pour les cathariniens, dont l'homme. Et là, de toute façon, ça passe, mais ça passe avec plus ou moins de facilité. Le seul cas de figure où ça passe sans problème, c'est ce modèle de type humain. Et donc, eux, ils en viennent à la conclusion dans cet article que, dans le fond, les australopithèques, non seulement ils ont déjà un bassin qui est un bassin, de type humain, enfin bipède, mais qui ressemble beaucoup à un bassin humain. Je vous rappelle aussi que, vous vous souvenez ce que je vous ai raconté sur les histoires de flexibilité des ligaments, du fait que le pubis puisse s'ouvrir ou pas s'ouvrir, etc. Donc déjà, là, on avait l'idée que, dans le fond, chez les australopithèques, ça ne pouvait pas fonctionner de façon très différente de ce qu'on connaît chez l'homme. Hein. Donc eux, leur conclusion, c'est, dans le fond, les australopithèques, ils sont déjà très très près assez près d'un modèle humain. Et donc ils s'éloignent quand même pas mal de travaux qui ont été menés précédemment sur ce sujet-là. Alors du point de vue de la rotation, de la mise au monde par rotation, bon, en gros, il y a 2 cas de figure où eux disent qu'il doit y avoir une rotation, c'est Cerf-Fontaine 14 et puis Australopithecus sediba, mais sur Lucie, ça fonctionne, en tout cas avec ce cerveau-là, ce modèle-là de cerveau, ça fonctionne un peu comme Tag et Lovejoy l'avaient dit, c'est-à-dire on peut avoir un passage sans rotation avec une sortie avec la tête orientée transversalement.
Alors ce débat sur est-ce qu'il y a une mise au monde avec rotation ou pas, ça se poursuit pour les espèces qui viennent ensuite. Homo erectus, pendant longtemps, on n'avait pas en fait vraiment de bassin d'Homo erectus femelle qu'on puisse utiliser. Donc, un bassin d'Homo erectus qui est celui de l'adolescent de Nario-Kotome, dont on pense que c'est plutôt un garçon, et en plus dont la reconstitution pose pas mal de problèmes. Alors, singulièrement, dans le fond, pendant longtemps, les indications qu'on a eues venaient pas, enfin sur le bassin, venaient pas du bassin lui-même, mais du fémur. Hein. Et ça, c'est une étude qui a été menée par un chercheur américain qui s'appelle Christopher Ruff. Alors pourquoi Ruff s'intéresse au fémur, justement en l'absence de bassin bien conservé? Parce qu'on s'est rendu compte, en étudiant des populations actuelles, qu'il y a une relation entre la longueur du col du fémur et la largeur du bassin. Pourquoi? Parce que nos fémurs sont orientés, sont pas orientés parallèlement l'un à l'autre comme ça de façon verticale, ils sont orientés de façon divergente. Donc à partir de genoux qui normalement sont relativement proches l'un de l'autre, la divergence des fémurs va permettre de raccorder les genoux à la largeur des hanches, et plus la largeur des hanches est importante, et plus il va falloir qu'il y ait ici un angle fermé et un col du fémur qui soit relativement long. Voilà. Et donc, Ruff, il a fait des tas de statistiques sur des populations actuelles, sur des fossiles, en particulier ces Homo erectus anciens. Et donc, lui, il en vient à la conclusion. Alors, il n'y a pas que l'anatomie, il n'y a pas que la forme du fémur. Il y a aussi, quand on étudie la section du fémur, on peut regarder la façon dont les contraintes mécaniques s'appliquent à ce fémur et comment ce fémur s'est adapté à ces contraintes mécaniques. En gros, en développant de l'os plutôt dans les régions antérieures et postérieures ou latérales, et tout ça, ça correspond à des contraintes mécaniques différentes. Et donc Ruff, en gros, ce qu'il dit, c'est ces fémurs d'Homo anciens et d'Homo erectus, ça correspond à un modèle de bassin qui est un bassin quand même plutôt large. Et donc, dans cet article qui est un peu ancien maintenant, Ruff, il en vient à la conclusion que on est toujours dans un modèle de bassin relativement large avec des dimensions transversales nettement plus importantes que les dimensions antéro-postérieures et qu'on n'a toujours pas de rotation de la tête du nouveau-né au moment de la mise au monde. Alors on a trouvé, au début des années 2000, on a fini par mettre la main sur un bassin d'Homo erectus, apparemment femelle. Alors, j'ai un petit moment d'hésitation parce que c'est un bassin qu'on a trouvé tout seul, hein, donc on n'a pas le crâne ou je ne sais pas quoi à côté. Hein. Donc, entre nous, il y a des gens qui discutent pour savoir si c'est vraiment un bassin d'Homo erectus, parce que on est en Afrique, voilà, autour du million d'années. Autour du million d'années, en Afrique, il y a aussi des paranthropes, par exemple, d'autres. Enfin, bon, on va rester sur Homo erectus. Hein. Et donc, ce bassin, il est relativement complet, celui-là. Et donc, à partir de la taille du canal obstétrical dans ce bassin, on a pu, donc là, en tout cas, estimer, si on suppose qu'il y a un ajustement de la taille du canal obstétrical à la taille de la tête du nouveau-né, une valeur, un pourcentage de taille, une taille proportionnelle du cerveau par rapport à l'adulte chez ces Homo erectus. Et vous voyez qu'on tombe, entre le modèle chimpanzé et le modèle humain. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui, comme je vous ai souvent expliqué à propos de l'évolution des hominines, c'est que dans le fond, toutes ces espèces d'hominines qui ont existé au cours des 2 ou 3 derniers millions d'années, elles ont chacune réalisé, leur solution
pour différents problèmes adaptatifs. Et dans le fond, c'est toujours un petit peu naïf de vouloir trouver soit un modèle grand singe, soit un modèle humain, parce que dans presque la totalité des cas, on va trouver autre chose qui tombe entre les deux ou ailleurs, et là, c'est le cas. Donc là, on est toujours un petit peu dans l'ambiance, dans l'optique de Ruff, qui donc lui pense qu'on n'a toujours pas de mise au monde avec une rotation de la tête. Et puis alors ensuite est venue cette étude que nous avons faite avec Tim Weaver sur un bassin de néandertaliens. Donc, il s'agit d'un bassin qui vient d'un gisement en Israël qui s'appelle Taboun. Et là, on a un bassin qui est relativement complet. Alors, il nous manque le sacrum, malheureusement, c'est quand même un petit peu embêtant. Donc, évidemment, ça ouvre la porte à des critiques. Donc, on a fait cette reconstitution en 3 dimensions à partir des éléments conservés. On a fait autre chose aussi. On a pris un bassin masculin, parce qu'on a en Israël, à peu près dans les mêmes eaux chronologiques, un bassin de néandertaliens masculin. Alors vous me direz pourquoi on prend un bassin masculin. Enfin, on le prend parce qu'il est très très bien conservé. Alors lui, il est complet, vraiment impeccable. Et ce qu'on a fait, on a créé une fonction, c'est une fonction mathématique qui permet, chez l'homme actuel, de transformer un bassin masculin en bassin féminin. C'est-à-dire quel genre de fonction il faut appliquer, c'est une fonction morphométrique, comment on transforme un bassin masculin en bassin féminin, là, aujourd'hui, avec nos bassins à nous. Et on a appliqué cette fonction au bassin masculin de Kebara, donc un bassin néandertalien. Et bien, bingo, quand on fait ça, on obtient le même bassin que le bassin féminin de Taboun, donc on pense qu'on est bon. On pense que c'est la bonne reconstitution. Et donc là, dans cette étude, enfin en tout cas nous, c'est ce qu'on a conclu, c'est que en fait, chez ce néandertalien, on observe toujours le fait qu'on ait un détroit supérieur et un détroit inférieur qui sont orientés transversalement, et on n'a toujours pas ce croisement qu'on observe chez l'homme actuel. Donc pour nous, en tout cas, il n'y a toujours pas de rotation, et c'est vraiment dans des phases récentes de l'évolution humaine que cette chose-là s'est mise en place. Alors peut-être aussi parce que chez l'Homo sapiens récent, donc on a peut-être ces contraintes sur les proportions corporelles et en particulier en relation avec les adaptations climatiques qui s'appliquent de façon beaucoup plus forte que ce qu'on trouve chez d'autres groupes d'hominines. Donc voilà, ce qui est quand même important, c'est que qu'il y ait rotation, tout le monde n'est pas d'accord, je vous dis tout de suite, mais qu'il y ait rotation ou pas rotation de la tête, ce qui est important, c'est que là, chez les néandertaliens, on sort quand même de tout ce que je vous ai raconté sur les australopithèques, les Homo erectus, etc. Parce que là, on est dans des tailles du cerveau à la naissance, parce qu'on a, pour le coup, 2 nouveau-nés néandertaliens, pour lesquels on a, même 3, pour lesquels on a vraiment des tailles de cerveau à la naissance. Et on voit qu'on est dans une situation qui est très très proche de la situation des Homo sapiens, des hommes modernes, c'est-à-dire que quand même on a un ajustement très étroit du canal obstétrical et de la taille de la tête du nouveau-né. Donc peut-être qu'il n'y a pas de rotation de la tête chez les néandertaliens, mais ça ne devait quand même pas être marrant pour les néandertaliennes. Voilà. Donc pour terminer, je voudrais vous dire que dans le fond, ce modèle du dilemme obstétrical de Washburn des années 60, qu'on a quand même pas mal critiqué. On a dit, non, finalement, c'est pas la bipédie, c'est l'énergie qui compte. Puis après, on a dit, non, mais c'est la bipédie, mais c'est pas la locomotion, c'est la stature bipède qui compte, etc. Mais finalement, on ne l'a pas quand même abattu complètement, ce modèle, cette hypothèse du
comment dire, du dilemme obstétrical. Et donc l'année dernière, il y a un article assez marrant qui a été publié qui dit quelque chose du genre, je sais pas, le chien mort bouge encore, ou le vieux chien bouge encore, ou quelque chose comme ça. Et dans le fond, bon, c'est assez intéressant cet article parce qu'il montre qu'on est parti d'un modèle qui était un modèle quand même très simple, c'est-à-dire, bah voilà, pour être bipède, pour courir, pour marcher, il faut un bassin étroit, et puis on a un cerveau qui est de plus en plus gros, donc il y a une contrainte entre les deux, et c'est pour ça qu'il y a cet ajustement très étroit, avec les risques qui sont liés à ça pour les femmes et pour les nouveau-nés. On est parti de ça, et dans le fond, on a enrichi ce modèle avec des tas d'autres éléments qui agissent sur ces paramètres anatomiques. Donc cette histoire du plancher pelvien, c'est quelque chose qui est quand même, enfin moi je pense que c'est très important, qu'on n'avait pas vraiment réalisé au début. Donc encore une fois, c'est peut-être plus la station verticale plus que la locomotion. Après, tout ce qui tourne autour des questions énergétiques, de la thermorégulation, etc., ça joue aussi dessus. Et puis, même maintenant, on peut rajouter même des facteurs qui sont des facteurs socioculturels, écologiques, etc. Et donc, dans le fond, on a plutôt complexifié le modèle, enrichi le modèle, que vraiment fichu par terre, dans le fond, cette histoire de dilemme obstétrical. Et moi, je pense que les hommes, les femmes, sont dans ce dilemme obstétrical, donc qui d'ailleurs explique ce que je vous ai détaillé dans un cours précédent, que le dimorphisme sexuel chez l'homme, c'est le bassin, quoi. C'est énormément ça. Et puis, toutes sortes de solutions que la sélection naturelle a imposées à notre espèce pour permettre la mise au monde de ces enfants qui sont, on dit qu'ils sont secondairement altriciaux, c'est-à-dire qu'ils ont à la fois des caractères un peu de prématurés, mais en même temps, ils sont, en tout cas pour ce qui est de tout ce qui est les organes des sens et tout ça, ils sont assez développés à la naissance. Donc on a quand même cette ces extraordinaires particularités de la mise au monde des enfants chez les humains, avec des risques qui sont quand même un peu extravagants. Mais ces risques-là, dans le fond, l'espèce a été prête à les payer parce qu'il y avait un bénéfice, il y avait un avantage, en particulier à avoir un grand cerveau. Voilà, je vous remercie.